Chers amis, bonsoir. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Boz. Désolé, on avait oublié de mettre le son du générique à la mise en route de l'émission. Ça y est, le voilà juste à la fin, mais la musique a été zappée. Très heureux de vous retrouver ce soir. Évidemment, on a consacré pour notre part la plus grande partie de cet après-midi à l'écoute de l'audition du professeur Raoul. Beaucoup de choses à y apprendre, donc je vous mets le lien, évidemment pas pour vous faire zapper maintenant, mais pour retrouver en replay cette émission plus tard. Ça, c'est la version que vous aurez sur RT France. Et on va, si c'est possible, le rapatrier sur notre chaîne, peut-être le décortiquer si on en trouve le courage. En tout cas, vraiment intéressant en termes d'information, de découverte, d'apprentissage. Donc, quelque chose dont chacun devrait probablement se faire une opinion en faisant ses propres recherches. Vous avez donc sous les yeux dans quelques instants ou déjà le sommaire qui nous attend pour ce soir. Alors, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir Anna Maria Marquez et 5 autres selon mon compteur à l'écran. Dans une première partie, comme dans les émissions précédentes, petit traité de la connerie Marilyn Vido. Marilyn Vido, donc je vous mets la couverture sous les yeux. Vous voyez, c'est ce petit fascicule là, très, très sympathique, et j'espère que ça ouvrira votre esprit sur un certain nombre d'aberrations du monde moderne qui vont pas forcément évidemment dans le sens de la sagesse, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça sera notre première partie. On va aborder 3 thèmes ce soir de Marilyn Vido, qui sont morts aux pauvres. On va voir qu'est-ce que recouvre évidemment ce titre. Oui, c'est des textes courts. Gilles, moi je n'ai pas grande affinité avec BFM TV, donc c'est exactement la même audition. Je conseille plutôt RT France si tu me le permets. Mais en tout cas, j'ai bien remarqué que sur BFM TV, c'était diffusé aussi l'audition de Didier Raoult à l'Assemblée nationale. Je l'ai trouvé pour ma part passionnant. C'est vrai que c'est pas nouveau que je suis intéressé par les questions médicales. J'ai passé aussi une grande partie de ma journée à vérifier les affirmations du docteur Christian Perron. Ça sera l'objet de la deuxième partie de cette émission en ce qui concerne le 3e scandale que nous avons évoqué hier. Donc c'est beaucoup d'heures pour vous faire ces vidéos spécifiques à raison d'une par scandale. Donc la 3e est en cours de préparation. Elle s'appelle « Le Conseil scientifique est frappé d'une nouvelle maladie, l'attentisme ». C'est vrai que grâce au professeur Christian Perron, j'ai pris le temps de passer au scanner de mes recherches chaque membre de ce conseil scientifique. Là aussi, on en apprend beaucoup sur les conflits d'intérêts, sur les compétences, sur bien d'autres choses encore. Et puis aujourd'hui, on va aborder donc dans la deuxième partie, certains experts n'ont vraiment pas peur des conflits d'intérêts. C'est sans doute un des problèmes majeurs dans tout cela. Et puis, évidemment, ça sera pour demain, je suppose, pas encore de manière très sûre, si pour demain, je pense, un confinement qui confine à la bêtise, un confinement qui confine à la bêtise. Et puis bien sûr, après, alors pas après-demain, mais semaine prochaine, hein, on va tâcher de maintenir un rythme de 3 émissions par semaine. Et bien la semaine prochaine, on abordera la chloroquine. Qui dit que c'est efficace, à part la moitié de la planète, hein, c'est ce que Didier Raoult a confirmé lors de son audition à de multiples reprises, avec un nombre de distributions de ce produit absolument hallucinant. On se demande toujours pourquoi, si ce n'est pour capter notre attention, sans doute au détriment d'autres choses, on a consacré autant de salive, d'encre et bien plus encore sur ce produit dont évidemment l'absence de toxicité est probablement supérieure à 99% des médicaments. Et puis scandale numéro 7, certains savaient, donc ça. Et puis enfin, y a-t-il un pilote dans l'avion France? Tout ça, ça sera pour la semaine prochaine, on ne va pas anticiper plus que ça.
Donc, vous voyez, un livre vraiment majeur. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Je pense que c'est absolument important de s'autoriser à critiquer nos gouvernements. Alors, peut-être que ça fait un peu mes déductions, peut-être que ça, cette difficulté à être critique vis-à-vis de nos gouvernements, finalement, elle est peut-être d'une certaine manière héritée, pour certains au moins, de notre vision de la famille. Il y a une confusion souvent entre l'amour qu'on peut porter évidemment à ses parents, ces liens affectifs si particuliers entre un enfant et son papa et sa maman, et puis cette difficulté qu'on a parfois à être critique sur ce qu'on a reçu de ses parents, voyez, sans se sentir coupable, comme si on commettait une faute absolue, que nos parents devraient être idéalisés. J'ai l'impression que tout ça se reporte par une sorte de transfert à l'âge adulte sur des parents dont les substituts deviennent nos gouvernants. En tout cas, c'est ce qui me vient. Bonsoir Pébert Planta, merci de nous rejoindre. Bonsoir Gilles, bien sûr. Je ne t'avais pas salué. Honnêteté, loyauté, fraternité, courage et cohésion dans les actions, qualité de vie meilleure pour la planète et nous. Merci pour cette belle intention accompagnée de plein de pictogrammes génial. Et puis évidemment, on poursuivra dans le troisième temps de cette émission, normalement calibré sur 1 heure, mais parfois on a des surprises. Hier, c'est passé à l'1h30. On reviendra à l'ouvrage de Jean Lassalle, Aurore au crépuscule, résistons. Voilà, un ouvrage de réflexion intéressante. Alors évidemment, il y a parmi nous des gens plus qu'entiers, peut-être parfois extrémistes, j'en sais rien, j'ai pas un don de divination pour deviner cela comme ça. Qui estime que Jean Lassalle fait partie du système. Bon, écoutez, on n'y passera pas l'émission, je vous rassure. Donc, en tout cas, ça sera la 3e partie. On continuera dans cette partie du livre qui s'appelle « S'unir pour le pire ». S'unir pour le pire. Et donc, s'unir pour le pire, eh bien, on va aujourd'hui aborder... on verra ce qu'il y a derrière cette formulation latine, perseverare diabolicum. Et puis il y aura, comme chaque soir, 3 missives, le crépuscule. Et enfin, on passera dans un nouveau thème, retour aux fondamentaux, et on va retrouver l'état symbole, ou on va trouver tout court l'état symbole et outil. Voilà pour vous mettre en appétit, je l'espère, de notre menu de ce soir. Donc, alors ouais, si je vous lance le générique de fin, ça va pas le faire. Voilà, on est en train de retrouver ces marques, mais ça va venir au bout de quelques émissions. Alors le sommaire, eh bien, vous l'avez sous les yeux dès lors que je vous le laisse apparaître. 3 parties, et on va passer donc à la première partie. J'espère que vous êtes en forme, ceux qui en avaient la liberté et l'intérêt, vous avez pu trouver aussi matière dans l'écoute de cette audition donc du professeur Raoult aujourd'hui. Alors évidemment, les questions que je pense que tous ceux qui nous écoutent ici et que moi-même je me pose, c'est: que va-t-il en être fait de cette audition? Ça, c'est la grande question. Dans l'instant présent, alors j'ai pas écouté celle de Monsieur Salomon, et puis je ne sais plus qui est passé encore entre temps, mais pour ceux qui ont suivi toutes ces affaires d'interdiction d'hydroxychloroquine, d'interdiction aux médecins de la prescrire et de juger en leur âme et conscience de ce qu'il fallait faire, donc interdiction au final de soins quelque part. Évidemment, tout ça semble bien carrément anticonstitutionnel. Encore une fois, y a-t-il quelque chose qui permette, une fois au moins dans notre histoire, en tout cas dans ma génération, de voir des gouvernements qui ont failli de faire l'objet d'un jugement? Non, ça semble réservé aux autres. Donc voilà, je suis très dubitatif sur les suites qui seront
donné au résultat de cette audition. Et pourtant, Dieu sait que si on veut bien écouter, on y apprend des choses. La seule question, c'est que va-t-on en faire? Est-ce juste pour faire semblant d'apaiser une colère populaire légitime dans laquelle on peut estimer que 30 000 personnes, et même si c'était 25, ça serait encore beaucoup trop, 25 000 personnes, en tout cas c'est ce qu'affirme le professeur Perron, sont morts au fond pour rien. Donc voilà où nous en sommes. Alors, vous voyez, on va rentrer dans le vif du sujet avec de l'humour noir, un petit traité de la connerie, puisque le titre qui nous attend dès que je mets la caméra dessus, c'est Mort aux pauvres. Mort aux pauvres. Le livre, vous le savez maintenant, il est de Marilyn, faut que je mette dessus, Vido, voilà, Marilyn Vido. Et donc voilà ce qu'elle nous dit: marre de payer pour les pauvres, selon les gouvernements. Alors les gouvernements assèchent les services publics, santé, éducation, justice, transport, services administratifs, communes et mairies, sécurité sociale. Autrement dit, il ne fait pas bon être pauvre dans notre pays. Quelle meilleure stratégie pour se débarrasser des classes populaires qui encombrent la France et son prestige que d'augmenter le coût des denrées alimentaires et de l'essence. Peut-être ces gens d'en haut veulent-ils vraiment se débarrasser des gens qui ne gagnent pas d'argent, tellement ils haïssent la pauvreté. Nous vivons peut-être un pauvricide mondial sans nous en apercevoir. Et la malbouffe serait l'arme du crime. Quant au coronavirus, tuera-t-il autant de riches que de pauvres? Voilà pour cette réflexion mort aux pauvres, hein, qui est évidemment extrêmement grave quand on prend le temps d'y réfléchir. Alors bonsoir à Ducas Peter, salutations à toi, je suis Greg, sage philosophe, poète, écrivain, bienvenue parmi nous. Voilà, et puis là évidemment, alors c'est tout en contraste ce livre, la réflexion suivante s'appelle Tous bourgeois, l'insulte suprême du monde de la gauche assez semblable, l'insulte suprême du monde de la gauche assez semblable. Que dire de tous ces ouvriers qui sont propriétaires de leur maison et de ce qualificatif qui en Occident ne veut plus dire grand-chose, sauf d'être une insulte désignant parfois un niveau de richesse apprécié de façon aléatoire, parfois un niveau d'éducation ou une faculté d'élocution, un pouvoir d'achat ou un niveau de confort, ou bien une apparence, auquel finalement toute la société française de gauche aspire malgré tout à travers l'expression des revendications salariales. À quand la fin de cette insulte qui n'a plus de sens dans notre société du confort? Comme on est toujours le con d'un autre, en France particulièrement, on se retrouve toujours à être le bourgeois d'un autre. Voilà, j'espère que ça vous fait autant sourire que moi. Évidemment, on a tous en tête parfois à quoi ça pourrait s'appliquer dans notre entourage ou à qui. Enfin, bon. Et là, mauvaise nouvelle pour moi, hein, avec ce nouveau paragraphe, l'électricité verte, parce que figurez-vous que Léna et moi, on fait partie des abonnés d'Enercop. Alors c'est vrai que, très honnêtement, on avait un peu l'impression de faire un geste pour la planète, bon, sans doute bien ridicule, parce que finalement, on y perd beaucoup d'argent vu les tarifs élevés qui se pratiquent à Enercop, et que, évidemment, la vérification de la provenance de l'électricité pour nous, simples citoyens, est tout simplement impossible. Vous vous doutez bien que l'électricité d'origine nucléaire est celle d'origine éolienne, ou qu'est-ce que ça pourrait bien être d'autre, il n'y a pas beaucoup de barrages hydroélectriques, peut-être, si quand même, enfin bref, ça représente assez peanuts par rapport à l'énergie nucléaire. Eh bien tout ça, ça passe par les mêmes fils, donc quand ça arrive chez vous, il vous est impossible de vérifier si votre opérateur ou votre distributeur joue bien son rôle. Et quand il a fallu parler Linky avec Enercop, pour moi au moins en tout cas, parce que je leur ai adressé quelques courriers, ça s'est vraiment gâté, évidemment. C'est pro-Linky à fond, et voilà, entre autres choses, ce qu'est Enercop. Et puis je pense qu'il y aurait encore bien d'autres choses à dire.
Donc on va voir ce qu'il en est de l'électricité verte selon Marilyn Vido. Alors c'est un livre que j'ai acheté comme ça à l'arrache en me disant tiens, ça doit être intéressant, un petit traité de la connerie. Donc voilà. Alors le bio rapporte beaucoup, c'est peu de le dire, car même le secteur marchand dans lequel il y a eu le plus de gains, c'est même le secteur marchand dans lequel il y a eu le plus de gains ces dernières années. Alors les financiers qui à la base n'ont rien de bio ont racheté les secteurs verts puisque ça rapporte de l'argent. Et un des derniers marchés trucs à faire et à payer, l'électricité verte. J'ai vraiment l'impression d'être le pigeon de l'affaire. Cible de prédilection, le bourgeois dit bohème qui a pour vertu de soutenir tout ce qui a la couleur verte. Alors je ne sais pas si je suis bourgeois, peut-être bohème. Pourtant, c'est drôle comme j'ai l'impression que l'installation d'éoliennes ou le subventionnement des énergies renouvelables et la production réelle d'énergie renouvelable croissent beaucoup moins vite que le nombre d'offres contractuelles d'énergie verte. Et là, évidemment, je partage bien cette impression. Ceci dit, si cela peut faire un effet levier sur la réalité du secteur énergie renouvelable, surtout en France avec le secteur nucléaire, pourquoi pas? Mais remarquons quand même comment, alors qu'il s'agit d'un sujet d'une importance cruciale et hautement éthique, mais en ont-ils quelque chose à faire de l'éthique? Cela est récupéré, modifié, travesti par le marketing. On nous ferait presque croire que l'on va être alimenté chez soi, à son domicile privé, en énergie verte et plus précisément non nucléaire. Or, le réseau de distribution d'électricité est unique et monopole d'ERDF Enedis, puisqu'il gère le réseau sur 95% du territoire français. Donc voilà pour cette histoire-là. Bonsoir Dominique, merci de nous rejoindre. Ah mais c'est pas fini l'électricité verte, excusez-moi, j'avais pas tourné la page. Donc je continue avec cela. Un tri n'est donc pas fait dans les câbles entre le verre et le nucléaire, mais ça constitue un argument de vente propre à duper le consommateur naïf. C'est de l'électricité bio, en somme. Il doit y avoir derrière ces manœuvres des astuces dans les réglementations pour ne pas avoir à justifier que la quantité d'électricité censément verte achetée par le consommateur, je précise à prix d'or, si elle excède la quantité d'électricité verte produite, n'a pas de conséquences. Je n'ai pas poussé jusque-là mes recherches, et moi non plus hélas, et observations dans le monde nébuleux de la libéralisation du secteur de la distribution d'électricité, puisque, pour arriver à faire un choix entre, au bas mot, la vingtaine de distributeurs existants sur le marché, il m'a presque fallu sortir mes diplômes à la fois de mathématiques appliquées pour faire tous les calculs et d'ingénierie juridique pour comprendre un peu le contrat que j'allais souscrire, et éventuellement certaines de ses conditions, et si j'y arrivais, celles où j'allais me faire arnaquer, évidemment. Enfin, les tarifs ne cessent de croître. Qui va s'insurger? Ceux qui devront s'éclairer à la bougie? Et auprès de qui s'insurger? Par le vote que l'on fera en 2022? Auprès du téléconseiller de notre fournisseur d'énergie, pressé de souscrire le contrat sur lequel il est rémunéré à la commission? En courant le risque qu'il vous rappelle 20 fois dans le mois pour vous faire souscrire un nouveau contrat? Pourtant, l'accès à l'électricité en France est un droit fondamental. Avant, au moins, on était tous logés à la même enseigne, en principe. Un seul fournisseur et on n'avait pas à se demander lequel on allait choisir. Les tarifs étaient à peu près adaptés au niveau de vie des citoyens français. Et quand on avait un problème quant à la fourniture du service, on savait auprès de qui s'adresser. Aujourd'hui, avec la répartition entre les propriétaires des réseaux et les fournisseurs indépendants, on ne sait plus qui fait les réparations et l'on subit des tarifs fantaisistes en fonction des uns et des autres, et également en fonction des territoires. Dans certains territoires à basse densité de population, seul s'impose le tarif d'un fournisseur unique qui n'est pas le moins cher. Il semblerait qu'EDF serait dans l'obligation de racheter de l'électricité verte aux éoliens et photovoltaïques à un tarif bien plus élevé que ce que coûte l'électricité nucléaire, ce qui serait la cause de l'augmentation de l'électricité actuelle. Dans un sens, en surpayant nos factures d'électricité, nous sommes déjà tous en train de payer l'électricité verte, même quand nous ne souscrivons pas d'abonnement à de l'électricité verte, alors que la transition énergétique aurait mérité d'être répartie de façon solidaire, puisque tous les Français n'ont pas les moyens de reporter la transition énergétique sur leur facture de consommation d'énergie.
Voilà pour cette réflexion, un peu plus dense que les autres puisqu'elle s'étale sur 3 pages, contrairement à certaines. Et savoir qu'est-ce que sera la suite demain. Eh bien, demain, on va vous parler de l'assureur, si je comprends bien, des assurances. On verra ce qu'il en est à ce moment-là. On va également vous parler dès demain du prélèvement automatique qui est tellement pratique. Et puis, on terminera demain avec le paradoxe de l'auto-entrepreneur. Vous voyez, ça tient en 5, je ne me trompe pas, en 5 lignes. Mais ça, ce sera pour demain, les amis. Alors, j'espère que ces réflexions vous nourrissent. Ducasse Peter nous dit: celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule qu'il suit. Celui qui marche seul peut parfois atteindre des lieux que personne n'a jamais atteint. Voilà, réflexion intéressante, vous l'avez dans le chat, donc je vous laisse la relire, voire en faire un copier-coller. Et puis, encore Bébert Planta, ah non, là ça change d'auditeur, Bébert Planta qui nous dit c'est juste une constatation, beaucoup d'humains sont prêts au pire pour avoir de l'argent, mais restent égoïstement pacifistes devant les escrocs de la vie protégés par des mercenaires. Bah oui, difficile comment dirais-je, de ne pas être d'accord avec ça. Alors, le sommaire, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, ça va être bref parce que je l'ai déjà largement détaillé. Vous voyez qu'on arrive à la deuxième partie. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? C'est de Christian Perron. On a le grand bonheur d'avoir constaté à la librairie le dialogue à Brest que c'est en rupture de stock. C'était très très bon signe. Apparemment, c'est pas le seul endroit. Et on va aborder aujourd'hui le scandale 4. Aïe aïe aïe, certains experts n'ont vraiment pas de conflit d'intérêts. Voilà ce que nous dit donc le professeur Christian Perron. Il faut le reconnaître. Alors si je vous mets la caméra en même temps, ce sera peut-être plus pratique pour ceux qui aiment avoir la double transmission visuelle et audio, donc voilà qui est fait. Donc scandale numéro 4. Il faut le reconnaître, les rémunérations directes ou indirectes versées par l'industrie pharmaceutique aux experts ou aux nombreux spécialistes que compte le milieu médical relèvent parfois de la chasse au trésor. Ce système prend des formes très variées. Invitation à des congrès, versement d'honoraires pour la participation à des conseils scientifiques, pour aider les laboratoires à développer leurs nouveaux médicaments, etc. Certains experts touchent aussi à titre privé des honoraires importants pour piloter des études cliniques. Cela n'empêche pas le professeur Denis Malvy, retenez bien tous ces noms, d'exprimer fortement son intime conviction sur France Inter ce jour-là sur le rôle du fameux conseil scientifique Covid-19. Nous sommes un groupe de personnes indépendantes. Selon en tout cas l'audition du professeur Raoult aujourd'hui même, tous copains entre eux, un cercle bien privé selon lui. On voit que ça fait l'objet d'une note dans le livre. Donc, voilà, professeur Denis Malvy d'exprimer fortement son intime conviction sur France Inter à propos de ce fameux conseil scientifique. Nous sommes un groupe de personnes indépendantes. Dès le début d'ailleurs, les grandes déclarations n'ont pas manqué. Dès le 3e ou le 4e jour après la création du conseil scientifique, j'ai demandé à ce que chacun d'entre nous dépose une DPI, déclaration publique d'intérêt. Alors j'ai cherché un peu aujourd'hui, j'ai pas encore bien réussi, donc là ça va faire les notes 2 et 3. Peut-être qu'avec ces notes-là, je vais arriver à des meilleurs résultats. Donc j'ai demandé à ce que chacun d'entre nous, donc chaque membre du conseil scientifique, dépose une déclaration publique d'intérêt, explique le professeur Jean-François Delfraissy, président de ce conseil. On aurait aimé que ce soit fait plus tôt, avant que les médias n'aient l'occasion d'enquêter, mais nous ne nous arrêtons pas à ce détail. On va donc sur le site du ministère de la Santé, et là, rien. Là, effectivement, mais M. Delfraissy a une bonne raison. Si l'on ne peut encore avoir accès à aucune déclaration de conflit d'intérêt des membres du Conseil, c'est que il y a normalement une période de 14 jours pendant laquelle les déclarations ne sont pas rendues publiques. J'ai appelé pour qu'on les publie immédiatement, explique-t-il. Le Conseil scientifique est nommé le 11 mars.
mars. Le 15, toujours rien sur le site du ministère, mais le 18, c'est fait. Yazdan Pana a lui aussi fait sa déclaration. Lui, en 5 ans, a perçu beaucoup d'argent des firmes de médicaments, 133 695 € depuis 2012, et il ne s'en cache pas. Mais quand il entre au conseil scientifique, il n'est plus du tout sous la houlette de l'industrie pharmaceutique. Voici ce qu'il nous dit: depuis 2017, j'ai arrêté mes liens avec les laboratoires, déclare-t-il à Mediapart. Il ne mentionne pas ses participations à des congrès scientifiques sponsorisés par les laboratoires jusqu'au 3 octobre 2019. Un simple oubli, on l'imagine. Les firmes pharmaceutiques, toujours en quête de talent, se sont aussi intéressées à un autre expert reconnu, Bruno Lina. Alors dans notre prochaine vidéo qui a trait au scandale numéro 3, c'est promis, on va vous les passer en revue, ces membres du conseil scientifique avec leurs photos, etc. Et qui sait, peut-être, si on arrive à faire une introduction par rapport à l'émission d'hier, on va vous en dire un peu plus. Donc en tout cas, sachez que Bruno Lina, alors qu'est-ce qu'elles lui ont versé, ces firmes pharmaceutiques, à Bruno Lina? Eh bien, elles lui ont versé, accrochez-vous, 23 892 € en 8 ans. Ça fait quand même une coquette somme par an. 8 fois 3, 24, c'est ça? 3 000 € par an. Ça arrondit les fins de mois. Sanofi, pour ne citer que lui, alignant 17 521 € pour le virologue. Or, Sanofi travaille au développement d'un vaccin contre le coronavirus. De plus, le laboratoire Seagen planche sur la fabrication de tests de dépistage pour la France, alors que la Corée en a déjà mis un au point, qui est plus efficace, semble-t-il. On vous renvoie à l'émission déjà publiée sur la question des tests de dépistage. On vous a concocté vraiment un truc très précis avec cette étonnante interview donnée par Denis, c'est bien ça, Denis Robert, sur le journal Le Média. Bruno Lina a aussi eu de bonnes relations avec Seagen, c'est sur sa déclaration d'intérêt, mais il n'aurait pas touché 1 €. À la case rémunération, il a marqué aucune, mais dans celle prise en charge des frais, il a noté oui, sans plus de détails. Denis Malvy est lui aussi un spécialiste qui a travaillé régulièrement pendant 5 ans avec les laboratoires, mais il est très pudique sur le sujet. Et on verra qu'est-ce qui retourne dans la note 9. Ça sera pour après-demain sans doute, le temps qu'on collecte toutes ces informations qui viennent complémenter l'émission présente. Quand le journal Marianne l'interroge sur le thème « Ah bon, rien à déclarer ?» il répond « Il doit y avoir un aller-retour, une chambre d'hôtel une fois, une invitation à l'occasion. » Note numéro 10. Mais quand le journaliste l'interroge sur le montant des sommes reçues, il répond « C'est beaucoup quand même, ça m'étonne. » Mediapart précise qu'il y a plus de 10 ans, il déclarait aux journalistes qui le questionnaient sur le thème des conflits d'intérêts « Je ne vois pas où est le problème. » Voilà qui a au moins le mérite de la clarté. Au-delà des relations complexes entre les membres du conseil scientifique et les grands laboratoires, il faut bien comprendre que ce système peut transformer d'excellents médecins en stratèges d'un lobbying au service du secteur privé. Cela n'est d'ailleurs pas en soi répréhensible lorsque tout est sur la table, les rémunérations, les avantages, les rapports et les procédures, et in fine, les décisions de l'État qui en résultent. Il va de soi que dans la grave crise sanitaire que nous traversons, ces liens, lorsqu'ils existent, doivent être connus pour que rien n'entache l'indépendance des médecins, des chercheurs et désormais de l'omniprésent conseil scientifique voulu par le pouvoir. Ah, ils sont bons pour créer des commissions, des conseils de ceci et de cela. Le psychodrame qui s'est noué depuis quelques semaines à propos des travaux du professeur Raoult à Marseille illustre parfaitement la nécessité de fixer la politique sanitaire du pays dans un contexte de transparence, tout en évitant bien sûr la multiplication de règles absurdes. Maintenant, posons le décor. On a d'un côté le professeur Raoult qui promeut l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid-19. De l'autre, on a tous ceux qui n'en veulent pas. Les membres du conseil scientifique en entier. C'est tout à fait ça, il l'explique très bien dans cette audition. Eux, ils veulent l'essai Discovery. Basta. Pourquoi ? Parce que cet essai, il est génial. Il nous le rabâche à longueur de sujets télé.
Un protocole d'enfer, pas du tout comme ce que nous vend le hippie Raoult ou l'ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy ou moi. Le message est clair, chez nous ce sera tout bien fait dans les règles paraît-il. Du coup, on y croit. Enfin, plus exactement, on a envie d'y croire. Et on attend les résultats. Sauf que ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Trop devant la gravité de la situation. Du coup, on a envie d'en savoir plus sur ce programme Discovery. On apprend alors que c'est le projet d'un consortium qui s'appelle Reacting. Jusque-là, tout va bien. Mais que trouve-t-on en bas de la page? Que Reacting est un groupe créé par Jean-François Delfraissy. Elle n'est pas belle, la vie, et l'indépendance de ce soi-disant comme conseil scientifique? Pour se dédouaner de tout conflit d'intérêts, tout en associant ses collègues à sa démarche, il dit qu'il veut, pour le conseil scientifique, un règlement intérieur qui permettra de savoir quelle est la règle pour les gens avec des liens d'intérêt. Il ajoute, précis, comme d'habitude, que le règlement sera finalisé dans les jours prochains. Quand exactement? Mystère et boule de gomme. Certains membres du conseil scientifique sont à l'évidence des relations de confiance avec de très grandes entreprises pharmaceutiques, et ce n'est un problème que s'ils n'en font pas un bon usage. La manière dont est géré le groupe Reacting, confronté à son concurrent Raoulting, illustre le fait que garder son indépendance tout en faisant de la recherche est un défi auquel est quotidiennement confronté le monde médical. Un essai clinique obéit ainsi à des règles complexes. C'est le cas de Discovery. C'est un essai qui comprend initialement 4 groupes de patients tirés au sort pour entrer dans chacun des groupes. C'est-à-dire qu'on va essayer 4 traitements différents pour enrayer la pandémie de coronavirus. Pour être très précis, on va examiner dans le premier groupe, donc les soins standards sur les patients atteints du Covid-19. Autrement dit, du Doliprane, une soupe et au lit pour faire simple. Autre groupe, donc le numéro 2, les soins standards plus Remdesivir, c'est le nom du médicament. Groupe numéro 3, les soins standards plus Lopinavir et Ritonavir. Groupe 4, les soins standards plus Lopinavir, Ritonavir et interféron bêta. Ces 4 groupes de traitement ou de non-traitement sont les seuls que l'équipe scientifique d'Emmanuel Macron propose jusqu'au 22 mars. Ce jour-là, 22 mars donc, le Conseil décide finalement d'ajouter l'hydroxychloroquine dans un groupe supplémentaire de l'étude. L'anti-infectieux, plutôt connu comme anti-parasitaire, devient le 5e traitement envisagé pour sauver le pays. Officiellement, ce n'est pas du tout dû à la pression médiatique, ni à celle de médecins réputés qui ont donné leur avis au pouvoir, parfois opposé à celui du Conseil scientifique. C'est dans ce contexte, parfois conflictuel, que des choix importants vont devoir être faits. Concernant le premier groupe de patients non traités, rien à dire. Personne ne roule pour les scoops, Knorr ou Liebig. Concernant les 3 autres, on utilise du Remdesivir ou l'association Lopinavir-Ritonavir Caletra. Le labo Primo, qui est le fabricant de Remdesivir? La réponse est Gilead. Encore aujourd'hui, ce groupe a beaucoup été nommé, et là, sans précaution, je dois dire, par Didier Raoult. Donc, Didier Raoult, oui, c'est ça. Hein. Et donc, la réponse est donc Gilead. Gilead, retenez bien le nom de ce labo et faites vos recherches. Segundo, qui est le fabricant de Lopinavir, Ritonavir? La réponse est AbbVie. A2B-VIE. Tertio, qui a des liens avec ces labos, c'est Yazdan Pana, un des infectiologues du conseil scientifique qui a travaillé pour eux. Ce qui n'exclut évidemment pas qu'il manifeste son indépendance d'esprit au moment des grands choix à faire. Voyons maintenant le nouveau comité CARE, C-A-R-E, Comité Analyse, Recherche et Expertise. Il adore ces sigles, hein, notre président. C'est le second conseil scientifique créé par Emmanuel Macron le 24 mars. C'est celui qui nous fait penser que le président ne trouve pas le premier génial, donc il en a créé un autre. Côté CARE, les données semblent plutôt rassurantes. Il y a quand même le professeur Jean-Philippe Spano, cancérologue à Paris-Pitié-Salpêtrière, avec 325 406 € reçus de l'industrie pharmaceutique, dont 7 896 € de Gilead. Là aussi, ça fera l'objet d'une note. Il y a aussi, vous la connaissez,
Karine Lacombe, qui bosse pour Gilead. Elle n'est ni dans le premier conseil scientifique de l'Élysée, ni dans le second, mais elle a clairement la caution du gouvernement. Le 28 mars, elle partage une conférence de presse avec le Premier ministre et le ministre de la Santé à Matignon sur le thème du coronavirus. Or, il se trouve qu'elle a des relations de grande complicité intellectuelle avec, entre autres, de grandes firmes comme Gilead et AbbVie, qui par ailleurs, mais ça n'a rien à voir, lui ont accordé de généreux contrats. Et ce jour-là, pendant la conférence de presse, alors que nos deux ministres boivent ses paroles, elle chante Discovery et fustige la chloroquine. Karine Lacombe a touché, accrochez-vous, vous êtes bien assis, 212 209 € de l'industrie pharmaceutique, dont 28 412 € de Gilead et 45 211 € d'AbbVie. Je relis, Karine Lacombe a touché 212 209 € de l'industrie pharmaceutique, dont 28 412 € de Gilead et 45 211 € d'AbbVie. Là aussi, on aura bien sûr une note pour documenter cette affirmation. C'est promis, je vais lire vos commentaires, mais je vais quand même finir ce chapitre pour bien garder le fil. Le 4e groupe de traitement, c'est l'association de l'opinavir-ritonavir avec de l'interféron bêta. Aucun membre du conseil scientifique n'a de lien avec le laboratoire qui fabrique l'interféron bêta, à ce jour. Ce qui est bêta, en revanche, c'est que l'hydroxychloroquine, finalement, devenu le 5e groupe de traitement de Discovery, n'ait pas été créé par AbbVie ou Gilead. Ça aurait peut-être permis le 22 mars, le jour où ce médicament est devenu évaluable selon le conseil scientifique de l'Élysée, de gagner du temps dans la folle course contre la montre que nous impose ce maudit virus. Au sommet de l'État, les relations personnelles, les services rendus ou les travaux bien rémunérés par l'industrie pharmaceutique se transforment parfois en conflits d'intérêts plus visibles que d'habitude. Un organisme officiel, le Haut Conseil de la Santé publique, HCSP, a été le petit théâtre de certains d'entre eux. Un membre éminent de la commission maladies transmissibles de ce Haut Conseil a ainsi touché 90 741 € de l'industrie pharmaceutique, dont 16 563 € de Gilead. Or, c'est ce Haut Conseil qui a rendu le fameux avis interdisant l'hydroxychloroquine, sauf aux mourants, et demandant d'inclure les malades dans les essais officiels, donc Discovery. Or, je ne vois pas de trace dans cet avis du respect de la procédure de gestion des conflits d'intérêts. Je la connais par cœur, nous dit Christian Perron, car j'ai été moi-même président de cette commission. Tout membre doit en début de séance déclarer ses conflits d'intérêts en lien avec le sujet de la séance. Si un membre présente un conflit d'intérêts majeur, il doit quitter la séance et ne pas participer au débat ni à la rédaction de l'avis. Normalement, cela doit être mentionné sur l'avis. Or, en bas de cet avis, on ne mentionne pas les conflits d'intérêts ni le nombre de membres qualifiés ayant participé au vote. C'est un grave manquement au règlement. Heureusement que toutes les réunions du HCSP doivent être enregistrées et doivent obligatoirement faire l'objet d'un compte-rendu de séance avec la retranscription des propos de chacun. Le fait que la réunion ait pu prendre la forme d'une téléconférence ne change rien. Comme il s'agit d'un organisme public, tout citoyen peut d'ailleurs avoir accès à ces comptes rendus via la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs. Ces liens d'intérêt sont totalement indépendants de la qualité professionnelle de ces experts, le plus souvent de haut niveau. Ce qui est choquant en fait, c'est que ces liens, dès lors que ces experts siègent dans une instance de décision officielle, puissent influencer les décisions de l'État. Il se trouve que de nombreux médecins qui se sont prononcés publiquement ou de façon plus souterraine pour dégommer la chloroquine ont justement beaucoup de conflits d'intérêts, notamment avec les laboratoires AbbVie et Gilead. Il n'y aura pas de festival de Cannes cette année, mais j'ai regardé le top 10 du classement des revenus annuels versés par l'industrie pharmaceutique aux infectiologues. Je ne citerai personne, ouf, vont dire certains. Un seul exemple. L'un d'entre eux a quand même reçu la bagatelle de 541 729 € de Big Pharma, dont 52 812 € de Gilead. Je répète, 541 729 € de Big Pharma. À ce stade, peut-on vraiment parler de rémunération complémentaire ?
Est-ce un hasard si on apprend par le canard enchaîné que le coup de téléphone anonyme pour menacer, il en a parlé aujourd'hui Didier Raoult, s'il persistait avec l'hydroxychloroquine serait parti du téléphone portable du service d'infectiologie qu'il dirige? Sûrement une pure coïncidence. Une de plus. Depuis qu'il est ministre de la Santé, Olivier Véran tente de naviguer au milieu des requins. Mais comme il est lucide, sur lui-même au moins, il avait d'emblée annoncé qu'il était incompétent sur les traitements et qu'il ne prendrait aucune décision sans l'aval de toutes les sociétés savantes. Il est mal parti. Un tel consensus est une gageure difficile. Les sociétés dites savantes sont des associations officielles de médecins par spécialité. Le hic, c'est que beaucoup de sociétés savantes ont des liens financiers très forts avec l'industrie pharmaceutique. Elles sont souvent très riches. Leur magot ne provient pas des cotisations des membres, qui sont souvent modestes. L'argent vient essentiellement des laboratoires pharmaceutiques qui sponsorisent les congrès. Pour les congrès, elles achètent auprès des sociétés médicales organisatrices des stands d'exposition de leurs médicaments, le stand étant d'autant plus vaste que la somme versée a été importante. Les laboratoires versent aussi beaucoup d'argent pour obtenir, au sein du congrès, des symposiums vantant les mérites de leurs médicaments. Le trésor de guerre de certaines sociétés savantes atteint très vite des centaines de milliers d'euros, mais cela peut atteindre des millions d'euros pour les sociétés les plus riches. L'influence financière des grands laboratoires pharmaceutiques touche aussi de grands journaux médicaux internationaux qui font la pluie et le beau temps dans le monde entier. Plusieurs rédacteurs en chef de grands journaux ont démissionné pour cette raison. Les Français exigent désormais plus de transparence dans les processus de décision. Cette transparence et cette rigueur doivent faire partie intégrante de la démocratie sanitaire. Et chacun aurait bien pu se rendre compte à quel point on en est loin. Alors, devant tant de questions que nous posent évidemment toutes ces informations du professeur Christian Perron, eh bien, on va laisser décanter ça jusqu'à demain avant de vous parler du scandale numéro 5, un confinement qui confine à la bêtise. Voilà. Encore une fois, on pourrait presque en sourire, voire en rigoler s'il n'y avait pas 25 000 morts à la clé de cette plaisanterie. Mais vous voyez à quel point, évidemment, on se doit, c'est devenu un devoir citoyen, de ne pas faire confiance à nos gouvernements et de mettre évidemment d'autres règles que celles que la Constitution prévoit pour les sanctionner et tâcher, si c'est possible, de leur faire passer l'envie de nous prendre pour des cons. Et encore, je suis sympa. Donc, nous en arrivons, comme vous le voyez, sur le sommaire, la troisième partie. C'est tiré du livre Jean Lassalle, Aurore ou Crépuscule résistant. Vous l'avez sous les yeux, on va faire une vision plus globale du livre. Voilà, Jean Lassalle, vous le connaissez. Voilà. Et donc, on va faire également le réglage de la caméra sur ce format d'un livre assez large, en format, donc, en tout cas plus que les deux précédents. Et on va, comme vous le montre ce sommaire, voir ce que veut dire cette missive qui s'appelle Perseverare Diabolicum, c'est dans la partie de l'ouvrage sur le thème s'unir pour le pire et enfin pour ceux qui ont la chance de l'avoir eu en disponibilité chez leur libraire, c'est à la page 142, donc vous pourrez vous y reporter. Alors avant de passer au suivant, à la suite plutôt, Lacombe corrompue, une virologue a viré absolument. C'est clair, il faut détruire le NOM, à bas l'ordre mondial. Question, Trump est toujours président bénévole. Aline nous dit le pouvoir de l'argent et ses dérives. C'est incroyable, ça nous laisse vraiment pantois et surtout quand on voit, enfin moi en tout cas quand je vois, je vais prendre ça pour moi, les résistances que j'observe auprès de ma famille et de mes amis pour faire valoir tout ce qu'on est en train de développer ici, c'est vraiment incroyable. Alors il y a bien la technique de Jean-Jacques Crèvecoeur de poser des questions, mais ça vient, pour ce qui me concerne, pas du jour au lendemain. Imposons les lois du peuple et les juges du peuple, etc. Nos représentants du gouvernement, si nos représentants du gouvernement sont exemplaires,
agissons comme eux sur eux, nous respecterons les mêmes lois, comme ça, leurs lois, leurs juges, leurs arbitres, les dés ou je sais pas quoi, oui c'est ça, les dés sont pipés. Oui, Aline, je partage ton avis, un peuple aussi qui ne réagit pas, parce que moi, personnellement, je pense que nous avons tous notre part de responsabilité. Donc, voilà. Si on était un peuple exigeant et critique, je pense qu'on n'en serait certainement pas par là. Alors, c'est un peu facile de tout mettre quand même uniquement, même s'ils n'hésitent pas à jouer bien leur part, sur le compte des médias. Et évidemment du manque de scrupules absolu de nos gouvernants. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. Bah voilà, c'est bien résumé du cas Spiter. Alors je prends vos messages à l'envers, alors peut-être que ça nuit un peu à la compréhension. Alors, Dicas Peter, merci en tout cas pour tous vos commentaires. Nous disait encore, certains hommes possèdent des perles précieuses, mais ils préfèrent aller jouer avec des cailloux. Il nous dit encore, reste silencieux et chasse en silence. Voilà, alors bonsoir Aline, bien sûr. Je n'avais pas encore eu la possibilité de le faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de vos messages. Il y en a d'autres. Il y a aussi Nathalie Artaud, pas sûre de l'orthographe. Vous en pensez quoi? Et enfin, vive le docteur Perron. En tout cas, voilà, c'est une bien maigre compensation, mais tout de même, ça fait plaisir de voir le succès de son livre. Alors Nathalie Artaud, il faudra que je prenne des renseignements, donc pour l'instant j'ai pas d'avis, mais si les autres en ont, n'hésitez pas à commenter sur le chat, même si c'est parfois avec quelques minutes de retard. Je me fais un grand plaisir de vous lire, que cela soit su. Alors donc, arrivons à s'unir pour le pire, persévérare diabolicum. Voilà ce que nous dit Jean Lassalle. Une lettre, en tout cas localisée à Paris. Chers compatriotes, nous en étions restés aux 30 glorieuses, heureuses époques, durant laquelle, je vous l'ai dit, le progrès technologique et social donne le sentiment qu'il constitue un avenir pour l'homme et où les États reprennent la main. Le rêve se brise soudain sur l'annonce d'une nouvelle pourtant réjouissante. Elle stupéfait autant ses prétendus acteurs que le reste du monde. La chute du mur de Berlin, 9 novembre 1989. Il symbolisait la glaciale guerre froide que chacun redoutait de voir exploser en guerre thermonucléaire. Le bloc de l'Est se désagrège, le modèle de l'Ouest, sans le savoir encore, commence à reperdre la maîtrise de son avenir. Il avait pourtant tous les atouts dans sa manche. Les premières images montrent l'insondable différence entre les deux réalités, développement à outrance d'un côté, insupportable sous-développement de l'autre. Mais quelques escapades dans l'ex-URSS et d'autres pays du pacte de Varsovie m'avaient donné le sentiment que tout n'était pas blanc d'un côté et noir de l'autre. C'est peu de le dire. Je n'entends nullement nier les crimes du totalitarisme soviétique, ni la violence de la répression des moindres incartades au régime. Chacun connaît la réalité du goulag. J'ai toutefois constaté une forme de cohabitation entre une misère souvent insupportable d'un côté et une quête d'égalité et de partage de l'autre. Des logements à caractère locatif à des prix très abordables, des soins gratuits, une entrée à un spectacle ou un divertissement culturel était périodiquement offert à chaque famille. Mais c'était aussi peu de voitures et les longues queues devant les magasins. Ceux qui, quelques années auparavant, constituaient un empire étaient désormais bien peu de choses. Au-delà des effusions de joie, des interrogations me gagnaient. A priori, le camp survivant avait tout pour lui. Une croissance soutenue, des emplois à vie, une multitude de possibilités de découvertes et de loisirs, des trains, des avions, des téléviseurs couleurs aux multiples chaînes, des retraites assurées, une sécurité sociale à toute épreuve, des allocations chômage.
Quelques ombres au tableau venaient toutefois ternir ce sentiment de pleine croissance et de confiance à toute épreuve. Il y avait bien ces diables de cancer, de sida et d'autres encore toujours inguérissables. Les chocs pétroliers passaient par là. Malgré tout, chacun avait le sentiment de pouvoir tirer son épingle du jeu. Sur le plan politique, les peuples votaient massivement sur des choix de société qui leur semblaient explicitement présentés. Oui, l'avenir sans l'Empire soviétique apparaissait somme toute serein. Sans le savoir, nous avions déjà mangé notre pain blanc. La troisième mondialisation pointait le nez. Livré à lui-même, notre modèle ne tarde pas à s'enrayer de nouveau. Chacun prend conscience de la puissance des États-Unis et de leur capacité d'orientation de toute politique et réalité économique. En quelques mois, ils sont devenus les seuls maîtres du jeu. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à le faire savoir à ceux qui étaient hier encore leurs indéfectibles alliés. Par capillarité, leurs règles imprègnent désormais le monde. Point de sécurité sociale aux États-Unis, l'organisation et la généralisation des fameux fonds de pension. Ces derniers vont acquérir en quelques années une puissance financière redoutable. Pour faire fructifier leurs immenses avoirs, il faut impérativement exporter les fonds dans le monde entier. Ils investissent alors la plupart de nos entreprises et de nos organisations à coût de 10% de capital dans l'une, 15 à 20% dans l'autre, ce qui en fait rapidement les maîtres de notre industrie. On connaît la suite, rien qu'en France, des centaines de fermetures ou de délocalisations d'usines. Ces fonds de pension sont devenus des actionnaires majoritaires ayant tout pouvoir sur leur proie. Les États-Unis dictent depuis bien longtemps à l'Europe leur modèle de construction. Depuis Yalta, les États-Unis ont besoin d'une Europe à leur image, forcément fédérale, forcément financière. Dans leur grande majorité, les politiciens européens ont su dès le premier jour que ce système se mettrait en place, avec ou sans eux. Alors, autant jouer le jeu. Quelques petites ombres planent sur les esprits les plus avisés, mais c'est décidé, on ne les évoquera jamais. Les différents pays européens sont souvent de vieux États dans un vieux continent. Chacun a son histoire, constituée aussi dans ce sang versé durant des siècles. Si l'histoire des États-Unis a commencé il y a moins de 500 ans, son apogée ne commence qu'il y a 2 siècles à peine. Viendrait-il à l'idée de quiconque de comparer le magnifique Nevada à la Grèce antique, à l'État de New York à la Rome de Jules César ou le Texas à la vieille Espagne? Quels sont les points communs entre la sémillante et puissante Californie et la France éternelle? Et à quel État comparer le Royaume-Uni de sa gracieuse majesté? Une quarantaine d'années durant, nous avons eu le sentiment de nous affranchir à tout jamais de nos vieux démons et de ces terrifiants champs de bataille jonchés de croix blanches. À partir de tant de sacrifices consentis ou non, et d'un irrésistible espoir, un soleil de printemps radieux s'était enfin levé. Tout était enfin devenu possible, la paix, le progrès, la prospérité. Sur fond de spiritualité et de laïcité, nos peuples avaient retrouvé leurs marques, leurs nations, leurs États. Les individus étaient redevenus citoyens. Ils avaient reconstitué des peuples, refondé leurs nations et leurs États. Nous avions enfin trouvé le débat d'idées sanctionné par les urnes qui fonctionnait à plein régime. Les progrès succédaient aux progrès. L'espérance de vie prenait enfin du sens en même temps qu'une longévité jamais atteinte. Nos tubes faisaient le tour du monde, emportés par nos téléviseurs, et répandaient partout leur insouciance romantique ou rythmée. Il y avait eu les 4 chevaux, les DS, le France, le Concorde, les formidables bals populaires et ces danses effrénées qui s'étiraient, telles des guirlandes multicolores, sur nos faubourgs les nuits de 14 juillet. Bien après les congés payés, les femmes avaient fini par voter. La sécurité sociale et l'assurance vie nous préparaient à une retraite forcément longue et heureuse. Chers compatriotes, on qualifia ce grand moment de modèle, nous le tenions entre nos mains. Nous étions convaincus de son caractère éternel. Il avait démarré avec ses jours heureux. Soudain, il nous a échappé, et comme s'il fallait nous punir d'avoir eu le sentiment d'être heureux, le système est revenu. Le modèle s'est effacé, le système s'est imposé. Une fois encore, Capri, c'est fini. Fraternelle amitié, Jean Lassalle.
un constat bien cruel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, évidemment, qui a au moins le mérite de dire les choses telles qu'elles sont avant d'aborder le crépuscule. Évidemment, vos messages, et merci encore pour tout ce que vous nous partagez. Donc, avec toutes ces révélations, j'espère que les Français vont enfin se réveiller. Moi, je pense qu'il faut vraiment les secouer, et je ne suis pas sûr, évidemment, qu'on aboutira à quelque chose. Dégoûté, je dois vous laisser. Écoute, merci d'être passé. En tout cas, Bébert Planta, tu es bienvenu. Soyons unis, partageons, échangeons nos connaissances, nos compétences, nos savoir-faire. Et la nature libre et gratuite pour tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Aline, tout le monde ne recherche pas l'information. Bien souvent, ils acceptent l'information qui leur est donnée sans se poser de questions. Espérons qu'un réveil se fasse au plus vite. Je l'espère aussi, Aline. Donc, bonne soirée à notre ami qui est parti donc entre-temps. Donc, c'est Bébert Planta. J'espère qu'on le reverra un de ces prochains soirs. En tout cas, aux autres, merci d'être avec nous. On va aborder le crépuscule, sans doute en écho au livre de Juan Branco. On va voir, il me semble qu'il y a une allusion dans les livres que j'ai lus en précédant l'émission de ce soir. Vous voyez, je suis arrivé de mon côté à la page 181, donc je ne l'ai pas encore lu en entier. On va découvrir ensemble donc le crépuscule, titre de cette prochaine missive écrite à Paris. Chers compatriotes, il va peut-être falloir que je rechausse quelques lunettes pour arriver à lire tout ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Soudainement, l'Europe, le monde, l'ensemble des nations et des peuples ne sont plus qu'un vaste marché à conquérir. La financiarisation d'une économie mondiale réclame sans cesse des profits gigantesques. Il faut bien satisfaire un capitalisme redevenu inhumain, à moins qu'il n'ait jamais cessé de l'être, point d'interrogation. Les remparts de nos sociétés, mêlant l'État, politique sociale et libre entreprise, deviennent ses premières cibles. Je trouve que certaines phrases de Jean Lassalle, finalement, ressemblent aux propos de Valérie Bugeaud, au moins dans ce passage du livre. Tout tend à être homogénéisé. L'homme se replie sur lui-même et devient un consommateur isolé à qui s'imposent de nouveaux produits, de nouvelles modes à suivre, de nouvelles technologies à posséder pour nourrir le prédateur. Nous avons accueilli les fonds de pension et nous voilà maintenant confrontés aux inénarrables réseaux sociaux. Ces derniers seront bientôt suivis des GAFA et de leur monstrueuse intelligence artificielle. L'homme ne s'y est jamais préparé. Il constitue cette nouvelle boîte de Pandore, attisant désir, convoitise et passion, sans que quiconque ne sache les maîtriser. La pression sur l'ensemble des habitants de la planète devient insupportable, même si un certain confort de vie fait encore illusion. L'ensemble du dispositif devient l'allié et le régent technologique pour perpétuer ce système. Quelques fortunes écrasent le reste de l'humanité. Elles étalent de manière obscène leurs richesses sur les réseaux sociaux et les médias. Les rémunérations de certains dirigeants d'entreprises atteignent des sommets inconnus jusqu'alors. Le rendement des actions est sans commune mesure avec la réalité économique. L'impôt sur le revenu est de moins en moins proportionnel, alors que l'écart se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. Plus d'ascenseur social. Les derniers avantages sociaux disparaissent peu à peu. Le travail, une des valeurs cardinales de la civilisation, est vidé de sa substance et de sa raison d'être. Il est devenu un mal nécessaire, de moins en moins rémunéré, tandis que la courbe du chômage de masse ne cesse de grimper. Plus de 15 millions de chômeurs et près de 90 millions de pauvres sur la seule Europe. 15 millions de chômeurs, 90 millions de pauvres sur la seule Europe. Aux promesses passionnées de ses pères fondateurs s'est substitué un capitalisme spéculatif sur fond de concurrence féroce entre pays. Les peuples ne peuvent que constater cette terrible réalité. Il ne leur reste que leurs yeux pour pleurer, leur désillusion et leur colère. À mon avis, non.
il manque leur révolte, évidemment. Nous sommes le nombre. Et là, évidemment, on ne peut pas être d'accord avec ce qu'écrit Jean Lassalle, à moins qu'il change d'avis dans les lignes suivantes. La France et ses alliés croyaient qu'ils ne pourraient apprendre pire nouvelle que le montant sans précédent de leur dette et du remboursement des intérêts d'emprunt, ce qui revient à zéro marge de manœuvre pour défendre notre modèle économique et social, hôpitaux, écoles, régime de retraite. Le peuple découvre qu'il ne pèse plus rien, et là encore je ne suis pas d'accord, mais c'est une question d'éducation, de conscience et évidemment de courage. Les hauts fonctionnaires ont rallié le système avec armes et bagages. La presse nationale passe entre les mains du CAC 40 et des fortunes internationales. Les Français ne sont pas dirigés, ils sont trompés. Là-dessus, on peut trouver l'accord. Ils ne sont pas administrés, ils sont contrôlés. Ils ne sont pas informés, ils subissent quotidiennement un lavage de cerveau. Mais encore une fois, rien n'empêche tout un chacun quand même de faire ce travail d'introspection, en tout cas pour la plupart d'entre nous, pour sortir de la soumission. Rien que sur l'affaire des masques en ce moment, mais combien d'entre nous saisissent cette opportunité de ne pas foutre ce putain de masque sur leur gueule, rien que parce qu'on nous y a poussé. Donc, ils ne sont pas informés, ils subissent quotidiennement un lavage du cerveau. L'adoration des idoles triomphe, face réduite du culte de l'argent, substituée aux valeurs de la civilisation. Les objets sont investis de qualités qui dépassent leur seule vocation utilitaire et deviennent des objets de désir irrationnels. Ils nous possèdent bien plus que nous les possédons, ils développent en nous une tendance névrotique au repli sur soi. Chers compatriotes, vous me trouvez bien pessimiste, et vous me dites que je décris de manière apocalyptique notre époque. J'aimerais bien vous présenter les choses autrement, mais je n'y parviens pas. Toutefois, je vous ai souvent parlé de ma foi en la conscience des peuples. Elle ne supporte jamais longtemps la tyrannie et l'injustice. Des quatre coins du monde montent chaque jour les colères, les indignations et tentatives de rébellion, des résistances aux prédateurs. La France a eu ses bonnets rouges, elle vit ses gilets jaunes. Il fallait donc réprimer pour déconsidérer et mater. Qui peut dire ce qu'il adviendra s'il devait y avoir une convergence des indignations, voire des colères? Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Voilà pour ce chapitre, tout de même plein de lucidité dans l'ensemble. Alors, on va voir ce que vous en pensez, si toutefois vous avez osé vous exprimer. Alors, où est-ce que j'en étais resté au départ de notre ami Bébert Planta. Le capitalisme, nous dit Aline, a investi les institutions, il est partout. Tout à fait. C'est bien vrai, Aline, elles sont au service des riches. Tout est corrompu. Voilà. C'est la phrase devenue célèbre, je pense, de Juan Branco. Alors, comment que c'est formulé cette phrase? En tout cas, ça se termine par « ils ne sont pas corrompus », ça y est, ça me revient, « ils sont la corruption ». Voilà une des phrases marquantes du livre Crépuscule. Deux citations, une de Jean Lassalle dans un de ses ouvrages précédents qui font transition avant de passer à un autre thème qui est le retour aux fondamentaux. Donc la première citation de Jean Lassalle nous dit ceci: « Depuis mon enfance, je caresse un rêve. Que les hommes puissent enfin redevenir maîtres de leur destin et de leur vie. » Jean Lassalle, La parole donnée, c'était en 2008. Et puis une citation de Nelson Mandela: « Une vision qui ne s'accompagne pas d'action, et là, on ne peut qu'être d'accord, n'est qu'un rêve. » Une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Et ça, c'est Nelson Mandela, une citation de Nelson Mandela. Donc voilà, on en arrive à ce retour aux fondamentaux. Aujourd'hui, ça va se limiter à la première missive de ce nouveau thème qui s'appelle l'État, symbole et outils. Alors évidemment, merci Aline, merci de participer à ce chat et à ce live. Et puis, n'hésitez pas à commenter après la lecture de cette missive. Eh bien, on reviendra bien évidemment
à vos commentaires. L'État, symbole et outil, ça c'est écrit à Lourdios Icher. Chers compatriotes, vous me rappelez votre désir de retrouver votre voix. Rien ne me ferait plus plaisir. Je reprends donc la plume pour partager avec vous ma vision forgée par une expérience de plus de 40 ans d'élite du peuple, devant qui je reste redevable. Aujourd'hui, je m'interroge sur le devenir de notre État, structure de la nation à laquelle je suis si attaché. Hier avec les rois, plus tard avec la République, elle s'est construite autour de son État et la singularité de ses provinces. Un État, aujourd'hui symbole des valeurs de la République, de l'unité d'un peuple, de son destin partagé, de l'impartialité dans lesquelles les Français aiment à se retrouver. Et un État outil, en ce que ses organes doivent servir cette vision républicaine. La République française s'appuie sur ce symbole et cet outil. La dimension symbolique de l'État parle à l'imaginaire. C'est sur elle que doit s'appuyer la politique pour animer la démocratie et faire vivre la cité. Symbole balbutiant d'abord, lorsque les contours de notre pays étaient encore flous, il s'est depuis 1000 ans progressivement renforcé en réunissant les parcelles de son territoire et en les animant d'une volonté commune. Un peu comme si, sans le savoir, notre peuple avait toujours aspiré à épouser les contours d'un territoire idéal. Tant que les sujets du roi crurent en Dieu et en la monarchie de droit divin, l'État c'est moi ne craignait pas d'affirmer Louis XIV, dont les services maillaient déjà le territoire, le système français a fonctionné tant bien que mal. Il s'effondra avec la Grande Révolution. L'État s'affirmera désormais comme celui de la République, le peuple se déclare souverain et inscrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son ADN. Il se dote d'une constitution, idée neuve en France qui cimentera l'ensemble du corps social. La France prend en charge son peuple, accueille et rayonne. Malgré les soubresauts politiques du XIXe siècle, cet État symbole ne cessa de se renforcer. Mais que serait-il sans un outil pour le servir ? C'est à lui que la France en appelle après la catastrophe de Sedan pour sauver la nation. Hélas, il est lui-même au plus mal. Mais les grands éclopés se soutiennent mutuellement et convoquent la Troisième République, laquelle entreprend de réconcilier, de rebâtir, d'instruire. L'État symbole redevient le garant de la renaissance d'un dessein commun. Il redevient un outil chargé de construire des écoles qui irrigueront l'ensemble du territoire et cimentera la nation. Jules Grévy et Jules Ferry lancent l'incroyable défi d'apprendre à lire, à écrire et à compter à tout un peuple. Et pour cela, nous sommes repartis des hommes et du territoire. La République sera la République des paysans ou ne sera pas, répétait Jules Ferry. Le peuple participe à ce nouvel élan collectif. La science française accomplit de formidables avancées. Nos arts s'imposent au-delà des frontières. La France retrouve sa puissance d'harmonisation et de cohérence. Tout au long de son histoire, des hommes et des femmes trouvèrent le moyen de renforcer le caractère symbolique de l'État et d'y associer les outils. Ils venaient de toutes parts et appartenaient à des cultures diverses. Parmi eux, un homme venu de Corse nous apporte le Code civil et bien plus encore. Nous sommes de nouveau défaits. Nous connaissons l'occupation tragique et humiliante, le régime de Vichy où l'État se fourvoie avant de se perdre. C'est un général revenu d'exil devant l'Hôtel de Ville de Paris qui réhabilite sa dimension symbolique. Il réunit dans les mêmes mots une France, l'instant d'avant au moins coupée en deux. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Réunissant les Frances, il refonde la nation et réhabilite l'État qui redevient le symbole permettant une unité et un même élan collectif. L'État en tant qu'outil est alors à la disposition des nouveaux dirigeants du pays. Il décide de mettre en œuvre le Conseil national de la résistance qui concrétise l'unité proclamée et restaure notre capacité d'action. Doté d'institutions au service de l'esprit originel de la République, notre pays retrouve son identité qui lui donne une place particulière dans le monde. C'est elle
qui déplace des chefs d'État à Paris après les attentats en 2015 alors qu'elles ne le font pas pour d'autres pays du globe. Cette singularité existe. Elle constitue un héritage parmi les plus précieux dont nous sommes tous comptables. Aujourd'hui, livré à lui-même sans mandat transcendant du peuple, écartelé, interpellé par 1000 voix, c'est-à-dire aucune, l'État ne représente plus grand-chose aux yeux des Français. Plus de valeur symbolique, plus de volonté qui pousse au dépassement des individualités. L'outil n'est plus au service du peuple, de la nation. Tout au plus s'agit-il d'une vague girouette qui indique tour à tour la direction du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne ou des États-Unis. L'État est au service de la peste financière et d'une lourde technocratie dont le centre de gravité se trouve on ne sait où. Il ne sert plus une démocratie mais une plutocratie. D'invisibles et coûteux technocrates, hier aux fonctionnaires respectés car fécondés par les élus, c'est-à-dire le peuple, feignent de mener le bal. Chers compatriotes, priorité est au retour de ces deux dimensions de l'État. Réhumanisé, allégé, modernisé, il doit redevenir impartial, être remis au service de la France républicaine. Il doit réapprendre à assumer ses missions régaliennes et anticiper, protéger, humaniser, en n'oubliant jamais qu'il est équipé d'un étrange petit bouton rouge. Il se doit de transmettre le savoir, de soigner, de rassembler. C'est ainsi que des hommes et des femmes pourront redevenir citoyens à part entière, retrouver leur territoire, faire société et refonder le peuple souverain. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Voilà ce chapitre qui a bien des égards et a des accents de Valérie Bugeaud dans son livre les raisons cachées, c'est ça, du désordre mondial. Vous le trouvez en version audio sur notre chaîne. N'oubliez pas que ce fut un des grands moments de notre chaîne grâce à toutes ces informations que nous a partagé si généreusement Valérie Bugeaud, puisque tout ce livre audio, il est également en ligne sur le site Le Sacer francophone, que je vous invite évidemment à consulter. Demain, on parlera toujours à travers la parole de Jean Lassalle de rassembler les France, toujours pour poursuivre dans ce thème du retour aux fondamentaux. On parlera très certainement également aussi de rendre leur rôle aux institutions, et c'est pas une mince affaire dans l'état où nous en sommes arrivés, et puis d'une représentativité incarnée. En tout cas, je ne sais pas si Jean Lassalle, dans l'hypothèse plus qu'improbable où il serait élu, évidemment respecterait tout ce qu'il nous décrit ici et en prendrait les moyens, mais comme chacun l'a bien compris, l'appel à un sauveur est plus que dangereux, donc je crains que nous devions compter que sur nous-mêmes et comprendre ce que veut dire de résister. Alors, Aline nous pose cette ultime question pour aujourd'hui, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Quelles sont les valeurs de la République aujourd'hui? Qu'en reste-t-il? Quasiment pas grand-chose. Nous sommes sur des cendres. Anna Maria Marquez nous dit c'est une tête Valérie Bugeaud, merci de me l'avoir fait découvrir. Merci à toi, c'est vrai qu'on y a mis beaucoup d'énergie, donc vos remerciements nous encouragent, on en a besoin pour continuer ce travail de recherche, souvent c'est vrai assez ingrat, mais nécessaire évidemment. Donc les amis, force et honneur à toutes et à tous. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Et bien sûr, comme vous le savez, on lâche rien. À bientôt. Le plaisir de continuer à vous partager ces informations si indispensables pour orienter nos actions et bien sûr pour redonner du sens à notre vie. Passez une excellente soirée et à bientôt. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.